la plupart des gens ne s'octroient pas la possibilité de le faire. Et s'ils aiment aller au cinéma ou au théâtre pour se divertir ou aller voir un spectacle de danse, c'est pour voir des ogres en fait, qui ont absorbé, mangé toutes ces choses-là et qui en font quelque chose d'un petit peu plus beau que le quotidien normalement. Quoi, tu vois. Ouais. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Eh bah bonjour Nico. Eh ben salut. Ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va pas mal. Bon bah super, allez salut. Bonne fin de journée. Merci d'avoir accepté cette petite invitation avec plaisir. Pour venir discuter des acteurs. Tu pourrais peut-être te présenter et dire un peu ce que tu fais. Alors ouais, donc je m'appelle Nicolas Bernot, j'ai l'impression de passer un casting. Je suis donc comédien, acteur depuis l'âge de 17 ans. J'ai 39 ans, bientôt 40, donc voilà, ça fait un moment que je fais ça. Ah, t'as toujours fait ça? Ouais, j'ai toujours fait ça. Et par chance, depuis quelques années, j'arrive à ne faire que ça pour en vivre. D'accord, ouais. Donc voilà, acteur, auteur, je veux dire, en bafouillant un peu moins maintenant, mais ouais, j'ai toujours écrit en même temps que je jouais à la comédie. Et puis là, je m'essaye à la réalisation depuis peu avec Papillon, et puis là récemment Puzzle. D'accord, ok. Voilà. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était dans Les Opérateurs. J'avais trouvé ça vachement bien. C'est particulier comme rôle à jouer. Ouais, complètement. Parce que c'est en aucun cas un mec comme ça existe. Non. Ou alors il faut l'enfermer. Oui, c'est ça, voilà. Après, la plupart des rôles, s'ils étaient dans la vraie vie, il faudrait les enfermer parce que jouer, c'est rarement naturel, mais... Ça dépend les persos, mais c'est vrai que ce genre de personnage, Les Opérateurs, donc coécrits par Slimane, Baptiste Beroun et François Descraques. Et c'est vrai que mon personnage, en gros, a une absence totale de psychologie. Et souvent, les acteurs, on aime bien un peu fouiller la psychologie des personnages. Et lui, il n'en a pas. Et là, il n'en avait pas. Donc c'est intéressant parce que c'est un travail très différent. Ouais. C'est un travail où il faut être à chaque fois le perso dans chaque axe en fait. Ouais. Et après c'est le réalisateur et le directeur d'acteur qui guide en gros, mais fallait que je joue chaque intention du personnage comme s'il était sincère à chaque fois. Ouais. Mais sans rupture, sans transition entre les deux. Et en fait au départ ça peut paraître mécanique, mais une fois qu'on accepte qu'il n'y aura pas de psychologie, c'est hyper jouissif et marrant à faire. Bah ouais. C'est un rôle quand même... C'est pas des trucs qu'on te demande tous les jours, quoi. Alors, en fait, ça m'a introduit dans le monde d'Internet. Moi, je faisais beaucoup de théâtre au départ, et puis des courts-métrages qu'on essayait de présenter dans des festivals et tout. Et ça, ouais, ça m'a fait rentrer dans le monde de la fiction d'Internet que je connaissais peu, si je suis honnête. Et donc, ouais, Les Opérateurs, ça a été... Charles, donc le rôle de Charles, c'était un rôle que j'ai adoré faire et qui m'a installé un peu dans la tête des gens sur Internet. En disant, tiens, je le connaissais pas, lui, à voir quoi. T'aimes bien les acteurs? Ouais, bien sûr. J'aime bien les acteurs et les actrices, mais ouais, c'est une question intéressante parce que je me bats contre mes propres travers et je vois à quel point on peut être insupportable. Ouais. Pour les gens qui sont pas forcément du métier ou même qui pourraient s'y intéresser, parfois on peut être vraiment chiant. En fait. Tourner sur soi, à parler que de ça. Mais sinon oui, j'aime les acteurs et les actrices parce qu'ils se mettent en fragilité, parce que au final ils essayent de faire quelque chose avec leur peur, leurs angoisses, leur vécu. Il y a une démarche égocentrique, bien sûr, mais qui est quand même au service des autres. Donc c'est pas égoïste, c'est pas totalement égoïste. Bah c'est égoïste dans le partage en fait. C'est qu'il y a un truc qui est particulier, c'est parce que même je dirais pour tous les métiers un peu artistiques ou les métiers un peu spécifiques, genre les militaires, les marins-pompiers, il y a un truc un peu tacite entre les acteurs et les actrices, c'est on sait ce que ça veut dire. On sait ce que c'est que d'avoir peur, de pas bosser, d'avoir l'impression de pas exister, ou d'avoir mal au ventre ensemble avant de monter sur scène, ou toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça crée une espèce de petite mythologie entre nous. Enfin, mythologie, c'est peut-être pas le terme, mais ça crée une espèce de complicité, un peu une guilde comme ça. Alors qu'il n'y a pas forcément une grande solidarité entre les acteurs et les actrices, mais entre les gens qui s'aiment, en tout cas dans ce métier, je pense qu'il y a aussi ce truc-là confortable de se retrouver, de se dire toi tu sais, j'ai pas besoin de tout t'expliquer derrière, tu sais par quoi on passe. Et c'est beau, c'est fort, mais c'est dur, putain de bordel. Et voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être ce truc-là
oui, parfois on reste un peu entre nous parce qu'on se protège aussi de ça, des questions peut-être pas méchantes, un peu néophytes, qui parfois nous mettent un peu en difficulté. Ouais. Tu vois, donc, Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette émission. C'est que tout le monde sait ce que c'est qu'un acteur dans sa fonction, mais il y a trop peu de gens qui savent ce que ça implique vraiment en termes de. Mais parce qu'ils n'ont pas envie de savoir, et je peux. Enfin, pardon, en plus je t'ai coupé, je sais même pas ce que tu allais dire à la fin. Non, mais c'était en termes de travail, en termes de comment dire, de responsabilité. Oui, bien sûr. Après, moi j'ai un truc parfois paradoxal là-dessus, c'est que par un moment j'ai envie de me dire ouais, mais putain, on fait des trucs, c'est du sacrifice, c'est du taf, c'est pas que de la branlette, etc. Et puis parfois j'ai envie de me dire ouais, calmons-nous, il y a des gens qui truquent comme des porcs, qui sont au service réellement des gens, qui sauvent des vies et tout, et donc parfois on a une tendance un peu à vouloir s'envelopper dans cette espèce d'héroïsme moderne. Ouais. Tu vois, on a aussi la chance de pouvoir persévérer dans un endroit qui nous passionne, même si c'est dur, hein, même si parfois on gagne pas de thunes. Mais on n'est pas dans une nécessité où on n'a pas le temps de réfléchir à des vocations artistiques, parce qu'il faut mettre le pain sur la table. Et donc de temps en temps je me mets des tartes à moi-même là-dessus, parce que je me dis en fait même quand t'es pas bien parce que tu bosses pas, t'es quand même vachement mieux que la plupart des gens qui ont même pas le temps de réfléchir à tout ça, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que oui, beaucoup pensent que c'est cool, c'est une passion, donc tu t'éclates. Ça a un prix, effectivement. C'est à la fois c'est une prison et une évasion, en fait, une vocation dans n'importe quel métier d'ailleurs. Je pense que les infirmières, les infirmiers, les médecins, je parle des métiers difficiles, très peu valorisés en termes financiers quand tu travailles dans le public. Ce qui les tient, c'est la vocation. Mais à un moment donné, parfois le physique tient pas, ou le moral, quoi. Mais oui, c'est un peu un sacerdoce. C'est génial quand on bosse, c'est génial quand en plus on vit de son métier et qu'on fait que des trucs qui nous exaltent. Là, c'est le Valhalla. Mais sinon, oui, entre les deux, c'est compliqué parfois. Ouais. Mais c'est compliqué aussi parce qu'on est en permanence en train de prendre son ego, de le contempler, de le regarder, de dire alors c'est quoi ma matière, qu'est-ce que je fais de tout ça, de ce vécu, de ce truc et tout, comment je protège ça aussi quand je parle aux autres et tout. Et puis en plus on est assez sollicité, on est un peu montré du doigt parce que nous on assume le fait que nous sommes des menteurs, mais pour transmettre des émotions. Et quand on n'arrête pas d'être à la recherche d'une authenticité chez les gens et d'une vérité chez les gens, pour nuancer ce que je disais tout à l'heure, j'adore les acteurs et les actrices qui ne se prennent pas pour des acteurs, des actrices dans la vie, en fait. Là, hier, il y a quelqu'un qui m'a croisé, qui a cru me reconnaître et qui m'a dit t'es électro, t'es chef-op, et ça, franchement, pour moi, c'est un compliment, parce que ça veut dire que je ne dégage pas quelque chose d'un peu qui peut paraître parfois un peu en distance, un peu élitiste, un peu pédant, quoi. Moi, comme je viens du théâtre et que j'ai observé ça aussi par mon père qui était acteur et qu'en a chié, j'ai une notion un peu ouvrière de ce métier aussi. Que l'aristocratie, pour moi, c'est les auteurs. C'est des gens qui ont une vision sur le monde qui fait qu'ils nous permettent d'avoir des outils formidables pour transmettre des choses. Mais même moi, les outils que je me fabrique à travers les courts-métrages que je fais, ça reste assez petit par rapport à ce que j'ai comme respect pour justement les grands auteurs, les grands cinéastes. Des gens qui eux, construisent des cathédrales pour qu'on puisse à l'intérieur se prendre pour des dieux ou des demi-dieux, tu vois. Donc voilà, ouais, j'aime bien les gens qui, malgré ce métier, arrivent à être authentiques dans la vie, dans leur rapport aux gens. Alors du coup, je sais pas si ça va être trop proche comme question, mais c'est quoi pour toi un acteur ? Un acteur, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, ou en tout cas qui a peur, mais qui arrive à mettre en connexion ses peurs au service de quelque chose de plus grand que son nombril, soit dans un texte, soit dans une scène, soit... Mais un acteur, pour moi, c'est quelqu'un qui pense tous les jours, qui pense à ça tout le temps, qui n'arrive jamais à déconnecter de ça. Un acteur, pour moi, même si c'est pas toujours ce qu'on demande, il doit être intelligent et un minimum cultivé, et doit surtout tout le temps, au maximum regarder le monde, s'informer du monde, l'éprouver aussi. La difficulté quand on est que entre soi aussi, c'est que on est censé parler aux vrais gens, aux gens,
mais parfois on les connaît même plus, on est comme des politiciens. Et donc je pense qu'être un vrai acteur, c'est jamais perdre de vue qu'il y a des gens autour de nous qui vivent. Et que ces personnages, non seulement il faut les respecter, mais il faut s'en nourrir. Parce qu'on sera leur miroir, en gros, contre eux. Par contre, dans les moments où ils auront envie de se divertir, ça ne veut pas dire éteindre leur cerveau, parce que je déteste cette expression. Ça veut dire mettre leur cerveau au service d'autre chose que de l'exploitation. Et là, on a intérêt à être mobilisé et à leur parler à eux et pas à se parler entre nous. Voilà. Donc, je dirais, ouais, un acteur pour moi, c'est quelqu'un d'ouvert, de disponible aux choses, de aware, mais de sensible et qui n'a pas peur en fait de mettre en jeu sa sensibilité au service des autres. Il y a. T'as eu un jour un moment de jeu qui t'a marqué en tant que spectateur? Au théâtre, tu veux dire? Théâtre, non, en général. Peu importe, un jour où tu t'es dit putain comme ça, ouais. Un truc qui t'a marqué, où vraiment t'as ressenti un truc. Ouais, j'en ai eu plusieurs, mais si là, il y en a un qui me vient là. C'est quand j'ai vu The Deer Hunter, le Voyage au bout de l'enfer. J'ai dit le titre anglais exprès, alors que je dis toujours Voyage au bout de l'enfer, mais pour que les gens puissent entendre le titre américain, de Michael Cimino. C'est un de mes films cultes. C'est un film qui parle d'avant la guerre du Vietnam, pendant une courte période, et du retour. C'est avec De Niro, Walken, Meryl Streep, Cazale, enfin il n'y a que des acteurs de dingue. Et en gros, il y a une scène de roulette russe qui est assez connue quand même dans le monde du cinéma. Ils sont donc au Vietnam, ils sont prisonniers et les Viet Cong sont en train un peu de les torturer et ils s'amusent à faire de la roulette russe entre les différents prisonniers. Ils font des paris. Et donc à un moment donné, De Niro et Walken sont des amis d'enfance, ils ont grandi dans le même bled et tout, et ils se retrouvent face à face sur cette roulette russe. Sauf qu'ils ont prévu un plan, c'est que De Niro va demander 3 balles pour augmenter les risques, mais en fait c'est pour avoir 3 balles à distribuer. Et c'est un moment de tension énorme, parce qu'il faut quand même qu'il le fasse une première fois dans le vide. Et Walken a très peur, très très peur de le faire. Et je me rappelle, j'ai regardé ce film... J'étais tout seul chez mes parents à l'époque et je le mets et je rentre dans ce film complètement, mais à un tel point que je n'avais pour la première fois de ma vie quasiment de jeune adulte on va dire, j'arrivais plus à être à avoir la distanciation fictionnelle en fait avec le film. Et quand j'ai vu Walken avec cette roulette russe qui se prend des tartes par les Viet Cong, etc., alors même d'en parler là, ça me remet au présent. J'ai eu peur réellement au premier degré de ce qui allait se passer en fait. J'avais l'impression à ce moment-là d'assister à un suicide, à un meurtre en direct. Et l'intensité du jeu de Walken et l'écoute et ce que renvoie De Niro, ça m'a mis une tarte qui m'émeut encore aujourd'hui, parce que je me suis dit, alors là, ouais, le jour où j'arriverai à ce degré-là, je serai content. Et quand j'avais vu, j'adorais cette émission Inside Director Studio, Walken donc était l'invité, et on lui a demandé en fait comment il avait trouvé l'émotion, etc. Donc avec la méthode un peu acteur studio. Il avait dit un truc, et ça aussi j'adore ça. Je pense que j'aime les acteurs. Pour moi, un acteur c'est quelqu'un qui aime s'amuser en fait, qui aime s'amuser avec les sentiments, s'amuser avec ça. Moi j'aime bien les acteurs qui s'amusent en fait. C'est bien d'être cérébral, c'est bien d'être sérieux selon les sujets qu'on aborde. Mais j'aime bien aussi ce truc de je t'ai bien eu. Parce qu'en fait, je suis pas du tout ça. Moi, j'aime bien ça. Et Walken, il raconte que pour trouver l'émotion, il s'est rappelé quand il était gamin et qu'il allait en colonie de vacances et que le bus partait et que sa mère restait. Et du déchirement qu'il avait petit, de ce bus qui s'éloigne, de sa mère qui lui dit au revoir. Et donc c'est fou, parce que beaucoup auraient été à dire « Attends, il faut que je comprenne ce que ça veut dire d'être un prisonnier de guerre et tout ». Impossible en fait, quand t'as jamais vécu ça, tu vois, tu peux pas, tu vois, même si tu veux te mettre en immersion de vivre une guerre, tu pourras jamais la vivre, même en mode acteur studio. Et j'avais trouvé ça génial, parce que tu dis, bah voilà, lui c'était sa petite astuce, et bah cette astuce-là de lui, un truc ridicule d'un gamin qui a peur que sa mère l'abandonne en colonie de vacances, il m'a transmis une émotion où j'ai cru littéralement qu'il allait se faire tuer par un Viet Cong, et que j'étais en train d'assister à la mort en direct de quelqu'un, quoi. Donc voilà, ça c'est les moments où j'ai pris une tarte vraiment. Et puis une autre scène, une scène dans un film que j'adore qui s'appelle Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet, qui est une grosse rêve pour moi, Claude Sautet. Et il y a une scène avec Yves Montand que j'adore. Je suis un peu vieillot parfois dans mes goûts, mais
C'est une scène toute conne de Yves Montand, qui est en fait un patron d'une entreprise, d'une usine qui est très proche de ses employés, et l'entreprise est en train de couler. On commence à sentir la fin des 30 Glorieuses et d'un chef d'entreprise un peu paternaliste, mais qui s'en sort pas en fait avec le chômage qui commence à arriver. Et donc, pendant tout le film, on le voit se démener pour trouver de l'argent pour sauver sa boîte en fait, et donc sauver ses ouvriers. Et un de ses meilleurs potes, c'est Michel Piccoli, qui est directeur de clinique dans le 16e, etc. Et ils sont dans un café bondé, c'est pour ça que là, je t'ai proposé qu'on se voit dans un bistrot et tout, parce que c'est important pour moi les cafés. C'est ma culture un peu parisienne et tout, mais j'aime beaucoup ça, les moments de vie qu'on peut observer dans les cafés. Et il y a du bruit, ça fume des clopes, parce qu'on est dans les années 70 et tout, machin, et donc ils se retrouvent côte à côte, comme ça, à boire des coups, et puis Piccoli regarde vite fait un peu la fête et tout au loin, et Montand commence à essayer d'aborder le sujet que il a besoin d'argent. Et Piccoli en fait évite le sujet, il est là, il fait ah merde, je te demande pas combien tu veux, je pourrais pas te les filer. Il lui demande même pas la somme, et en fait Montand a un geste à ce moment-là, il fait non, t'inquiète pas, c'est juste que parfois on est un peu comme ça. Je le fais très mal, mais ce geste-là m'a séché, parce que je me suis dit ça, putain, voilà. Les acteurs, moi, qui m'impressionnent, c'est ça, c'est quand d'un seul coup, ils ont un petit geste, un petit truc qui va te marquer parce qu'il va être d'une authenticité incroyable. Et il va raconter en un geste, ou une expression, un sourire, un peu crispé ou plissé, toute la condition psychologique du personnage et où il en est au moment de l'histoire. Et ça, pour moi, ça, c'est des leçons d'acteurs de ouf. Et d'ailleurs, j'invite vraiment les gens à voir ce film, parce que Montand est incroyable dans ce film, justement dans ses silences, dans ses sourires, dans ses ruptures et tout, voilà. Donc, mais après, j'en ai mille, je crois. Là, maintenant que j'y repense, j'en ai plein, des moments comme ça. Mais ouais, ça c'est un peu les claques, ouais. T'as dit que t'avais des refs un peu vieillottes. Le générique de l'émission qui est en cours de fabrication en ce moment, on entend la réplique si quelque chose devait manquer, ce serait pas le vin, ce serait l'ivresse. Ah bah voilà, parce qu'un Saint-Jean-Hiver, c'est un de mes films cultes, de mes bibles. Culte. C'est de la poésie pure, un Saint-Jean-Hiver. Ouais. Ah ouais, ce film-là, je le ferai à tous mes amis pour leur montrer ce que c'est pour moi qu'un grand film français, et ce que c'est aussi, parce que ça se perd un peu, ce que c'est la transmission de génération en génération. Ouais. Là, on parle de Gabin, qui est un vieux de la vieille, qui a plus rien à prouver, et un Belmondo qui est tout jeune, qui sort un peu du nid, quoi. Et la rencontre des deux, la complicité entre les deux, et ce qui se dit entre les deux, c'est incroyable. Incroyable. Ah, c'est génial que ce film est fou. Ouais, vraiment. Et puis justement en termes de jeu, et c'est pour ça je sais, parce que dans la culture un peu internet, dès que c'est en noir et blanc, dès que ça a 2 semaines c'est déjà vieux, etc. Moi je me bats un peu pour ça, je sais qu'il y a des gens qui me charrient, mais il y a des gens qui aiment bien mes stories pour ça, mais c'est pas parce que c'est en noir et blanc que c'est vieux. C'est ça, ouais. Surtout la modernité elle est pas là où on la pense en fait. Moi j'adore aussi regarder des vieux films pour me dire c'était quoi être un acteur à l'époque. Oui. Tu vois ? Oui, parce qu'on travaille plus du tout de la même manière, et puis on raconte plus les mêmes choses. Ça voulait dire quoi ? Il n'y a même plus les mêmes enjeux de production. Non, il n'y a plus les mêmes enjeux de production. Il y avait moins de monde, mais il y avait aussi une espèce de noblesse aussi de ce que tu pouvais être sur un plateau. Parce que c'était de la pellicule, donc c'était quasiment du théâtre filmé, parce que, pas dans le registre de jeu, mais fallait pas se planter, parce que ça coûtait putain de cher. Voilà, tu vois. Et je me fais surtout cette réflexion-là, notamment quand je regarde des films de l'époque de Keaton, de Chaplin, de la condition des acteurs et des actrices. On voit déjà comment c'est considéré aujourd'hui dans pas mal de pays comme... il y a des vrais métiers. J'ai toujours un truc de... un film, c'est aussi... Il y a une émission d'ailleurs qui est super, je crois que c'est sur TCM, qui est une chaîne géniale qui passe beaucoup de films classiques. Ils font ça par thématique. Et ils ont aussi une petite émission qui s'appelle Un film, une époque. Et en gros, ils prennent un film qui retranscrit parfaitement une époque ou des mœurs d'une société, d'un certain milieu et d'une certaine époque, quoi. Et notamment, par exemple, pour revenir sur Sautet, c'est, si on veut comprendre ce qu'était la France des années 70, regarder des films de Sautet de cette époque-là, c'est comprendre cette époque aussi. Et donc voilà, il y a plein de choses à comprendre aussi. Et c'est ce que j'ai adoré, moi, dans la démarche stanislavskienne du théâtre et du jeu d'acteur, c'est d'étudier comme un historien aussi les circonstances, ce qu'on appelle les circonstances imposées, proposées, de se dire, ok, alors aujourd'hui, là, quand ils disent zut, c'est ridicule pour moi comme insulte en 2019, mais à l'époque, quand cette femme-là, cette personne-là dit zut,
dans la société de l'époque, c'est comme si aujourd'hui je disais mais nique ta mère la grosse pute, tu vois. Et donc c'est juste ça, ce travail-là à faire en permanence de transposition, quoi. Mais le cinéma, ce que j'aime aussi, et les vieux films, c'est de me dire putain, ces gens-là en fait, qui se sont battus pour transmettre une émotion de leur époque, ou pour au contraire s'élever un petit peu au-dessus de la masse pour dire hey, les gars, vous voulez pas qu'on regarde un peu par là, ou qu'on aille un petit peu s'intéresser à ça. Et même si c'est raté, ou même si c'est daté, c'est intéressant toujours, je trouve. Mais bon, après, je suis passionné, donc forcément. Bah ouais. C'est vrai que ça aide. Du coup, depuis que t'es acteur, tu vois les films un peu différemment. Par exemple, dernièrement, il y a le nouveau Tarantino qui est sorti. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Benoît Blanc. Ouais. En fait, je sais pas si tu peux le kiffer pareil quand t'es pas acteur et quand t'es acteur, parce qu'il y a un petit côté Alors, film d'acteur. J'ai un gros problème là, c'est que je l'ai pas encore vu. D'accord, ok. Mais en gros, je pense que ta question, de toute façon, elle peut marcher. Ça marche pour plein de trucs, mais ouais, il y a certains films qui sont vraiment des films d'acteurs, où je pense à Uranus par exemple. Ouais. Uranus, le scénario, je le trouve pas incroyable, mais chaque scène, je la trouve absolument culte, et en termes de jeu, tu sais, ouais, c'est un prétexte, le scénario, pour moi, là-dessus. Mais c'est intéressant aussi parce que je me rends compte que parfois, l'histoire se raconte par les acteurs, pas qu'ils prennent en charge tout le film, mais Uranus c'est un très bon exemple parce que je pense que Berry s'est fait plaisir à se prendre les ténors en fait. Il s'est dit si je me fais une dream team et que je les mets dans ce contexte-là, ça donne quoi? Et après le sujet il est quand même intéressant d'Uranus sur qu'est-ce qu'on fait de cette France après la guerre, cette France qui d'un seul coup revendique un passé de résistant. De cet anticommunisme primaire et en même temps ce communisme primaire aussi. Enfin, il n'est pas si creux que ça le scénario, mais il est simpliste effectivement. Il n'y a pas beaucoup d'intrigue. J'ai l'impression qu'il passe un peu en arrière-plan. Ouais, en fait c'est vrai. Et je pense que c'est même le moment où, pour moi, je pense que c'est le réalisateur qui se dit allez, vas-y, moi j'ai envie d'avoir un moment Noiret, d'avoir un moment Galabru. Bah, c'est ça, Galabru, t'as une de ses plus belles scènes de cinéma là-dedans. Et en plus, c'est un des rares films où il joue vraiment un enculé, quoi. Dégueulasse, il est horrible, il est lâche, il est profiteur de guerre. C'est un cafard dans ce film. Et Galabru, putain d'acteur, mais c'est comme tous ces acteurs comme ça, populaires, qui sont aimés, qui étaient populaires, mais sous-cotés par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Il n'y a que Tavernier et Berry qui ont réussi à lui faire sortir des trucs. Ouais. Pas à les faire sortir, je pense qu'ils les avaient en lui, mais qui ont cru en lui pour qu'il les fasse. Donc il y a le juge et l'assassin, il y a Uranus où il fait deux personnages qu'on a eu peu d'occasion de le voir faire. Mais moi je pense à la scène de Noiret aussi où il regarde la fenêtre et il parle de plein de choses, c'est d'une poésie incroyable. Depardieu qui a ça d'en faire des caisses, mais c'est trop bien. C'est génial, pour les gens pour qu'ils le voient, ça se spoil pas parce que c'est pas un film à suspense, mais Depardieu dans ce film ça a posé les bases de tous les imitateurs nuls qui imitaient Depardieu. C'est vrai. Et en gros c'est un tenancier de bar alcoolique, ancien résistant je crois, lui il est du côté des résistants. Ouais, c'est ça je crois, il me semble. Et lui il veut pas faire le jeu de la délation des communistes qui cherchent les anciens collabos, etc. Il est alcoolique, mais par contre il découvre les vers, la poésie, il découvre Racine, la poésie, et ça le fascine. Et il est un peu virulent avec ça, ouais, etc. Il est bourru de dingue, mais il y a une scène qui est formidable. Sa femme, elle est toute maigre, on dirait Olive, la femme de Popeye. Et elle est toute maigre, elle est pas bien. Et à un moment donné, il est là, il lui dit, mais il lui parle d'Iphigénie et tout, et il la fait monter sur la table. Et elle a les bas qui plissent, qui tombent comme ça, et il lui fait une espèce de déclaration en vers. Il découvre les vers et le nombre de pieds, les alexandrins. Et il lui fait une déclaration en alexandrin, où il lui dit à la fois qu'elle est moche et à la fois qu'il l'aime moche. Donc elle passe par plein d'émotions, parce qu'elle sait pas s'il est en train de m'insulter ou s'il est en train de lui dire juste qu'il l'aime d'amour et tout. Enfin voilà. Et c'est un plan séquence de malade. Ouais, de ouf. Parce qu'en plus, il se lève, il se balade, il saute sur une table, alors qu'il est gros comme tout, mais il saute sur une table. Et le bruit des chaises, c'est des chaises en bois comme ici et tout. Il y a un vacarme, un truc. Et juste, tu te dis, bah oui, bien sûr, t'as envie d'observer cet animal-là, tu vois. C'est ça en fait pour moi, un acteur c'est quelqu'un qui accepte que sa nature c'est ça qu'on va utiliser. T'as des gens qui sont polymorphes, tu vois, des Christian Bale et tout, que je respecte et que j'adore et que je trouve super. Mais j'adore aussi des acteurs qui
qui d'une manière presque monolithique, t'amène plein de nuances au final, dans cette espèce de truc un peu massif. Et Depardieu, c'est un parfait exemple de ça. Parce que, oui, il essaye pas d'échapper à son corps, et même parfois, il y va à fond. Mais putain, qu'est-ce que c'est généreux, en fait, putain. Pardon. Le téléphone qui sonne. Il est aussi généreux que ce téléphone. Ouais, c'est ça. T'as en mémoire un moment de jeu, du coup, où t'étais en acteur, pas en spectateur cette fois-ci, qui t'a marqué, où tu t'es dit putain, là ça décolle, ou il s'est passé un truc, ou même juste un super souvenir parce que tu t'es trop marré. Je crois que là, mon rôle dans la grande classe, je suis rarement fier de ce que je fais en tant qu'acteur. Et c'est une des rares fois, c'est pas que je suis fier de ce que j'ai fait, où je suis content d'avoir joué tous les enjeux, d'avoir investi tous les enjeux avec sincérité, avec sérieux, et je suis un peu content de ce que je fais dans ce film, et c'est trop rare pour pas être content quand ça arrive, quoi. Ouais. Je suis content de ma transposition, parce que je suis content surtout d'une chose, c'est que je n'ai pas trahi le personnage. Parce que je l'ai pas une seule fois jugé, et grâce d'ailleurs aux metteurs en scène, aux deux réalisateurs, qui eux ne voulaient pas se moquer en fait de ce milieu-là. Et j'étais fier de ça, surtout quand mes potes Picard, dont je me suis inspiré pour faire le rôle, ont kiffé. Et quand des gens venaient me voir en disant « mais moi j'ai un pote, il est comme ça », et ça m'a fait plaisir vraiment. Et que les gens aient pu voir aussi les nuances en fait de ce personnage à l'intérieur d'une enveloppe un peu bourrin comme ça. Ça j'étais un peu content. Je me suis dit, je crois que les 20 ans de travail, de trucs, fait que ça y est, je commence à arriver à un truc un petit peu plus nuancé, un peu moins grossier, tu vois. Et puis aussi parce que sur internet, la difficulté, c'est que tu viens, tu repars. T'as jamais le temps. T'as jamais le temps. T'as jamais le temps déjà parce que l'économie des sketchs, des vidéos te permet pas d'avoir le temps. Et puis c'est tout très très court, tout est. Et puis on se satisfait de. Là, je vais être un peu méchant avec internet et puis avec même le public et même certains créateurs. On se satisfait de peu. Tu sais, cette phrase que t'entends, c'est ouais, ça fera la blague. Ou c'est ouais, mais c'est un sketch. Ouais, mais là, elle se décolle la moustache. Ouais, mais on s'en bat les couilles. et tu te dis, et même moi, je me sentais abachi, en fait, comme acteur, tu vois. Et quand là, la grande classe est arrivée, ou même d'autres rôles, j'adore les rôles en fait où j'ai peur. Ouais. Où j'ai peur, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que. Ok. Voilà. Et. Parce qu'on fait aussi ce métier pour se faire peur aussi, pour se confronter à des trucs, pour vivre de l'adrénaline, pour vivre des choses un peu fortes. Ça veut pas dire faire casse-cou, se mettre en danger et foutre en péril une équipe parce qu'on prend des risques insensés, mais cette notion de vibration, quoi, tu vois, de se dire oh, on a eu peur, mais putain, on l'a fait et c'était génial. C'est ce que j'adore dans le théâtre parce que là, pour le coup, c'est vraiment, t'es toujours à te dire mais pourquoi je suis là, bordel de merde, parce que je suis pas déjà assez stressé comme ça. Mais quand c'est un tournage, ouais, voilà, sur un tournage, parfois t'as pas le temps, tu viens, tu repars, donc t'as intérêt à être très mobilisé, très efficace. Et parfois, bah, tu fais un truc et tu dis, ouais, je peux faire un truc mieux. On fait, ah, c'est super. Et t'es dégoûté parce que tu dis, putain, j'aurais aimé juste mettre une petite nuance, juste mettre un tout petit truc. Ce sera à peu près pareil, mais un tout petit peu plus nuancé, et ce sera plus efficace. Et on n'a pas le temps, et parfois on n'a pas l'exigence qui va avec. Donc je suis content pour la grande classe, parce que je dis pas que c'est un film exigeant, tu vois, ou que c'est un personnage incroyablement complexe, mais il a plein de choses à jouer, et j'étais content d'avoir pu jouer chaque nuance, tu vois, de ça. Et ça m'a permis de voir un peu où j'en étais aussi dans ma maturité d'acteur, en fait, tu vois. Mais je pense aussi qu'il y a un truc aussi qui est très pratique, et tu le verras en vieillissant, c'est que tu as de moins en moins besoin d'intellectualiser ta démarche vers les personnages, parce que ton vécu, ce que t'es, parle déjà beaucoup pour toi. Ouais. Et te donne déjà des outils assez, et quand tu acceptes ça, quand tu acceptes, tu vois, que les malheurs aussi qui nous arrivent sont des richesses, c'est des richesses pour tout le monde normalement, mais nous, on est des vampires, c'est que nous on fait... Ça garde le bien, parce que ça, le jour où tu auras besoin de l'utiliser, tu seras content de le sortir. On est un peu des salopards là-dessus, tu vois, mais c'est tout con, mais j'ai perdu là des gens ces 2-3 dernières années.
Et j'ai eu un réflexe où je m'en suis voulu sur le moment de me dire, c'est cool parce que j'aurais moins besoin de fabriquer cette émotion-là quand un personnage la traversera dans un film ou un truc. Et c'est ce que j'avais dit à des potes, j'ai dit ça à Vincent Tirel qui avait été adorable, qui m'avait envoyé un petit mot et tout, et j'avais dit ouais, tu sais, c'est une ride en plus sur le front et un truc en moins que j'aurais besoin de fabriquer à l'écran, tu vois. Donc, mais c'est ça qui est génial aussi dans nos métiers, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir utiliser tout utiliser. Notre mal-être, le mal-être des autres, le bonheur des autres aussi, et voilà. Quoi. Mais même sur l'acting pur, c'est vrai qu'on pourrait en dire beaucoup, tu vois. En fait, c'est très bizarre, c'est que je me rends compte qu'il y a une part de la théorie, de se cultiver, dire attends c'est quoi la méthode, et puis parfois il y a juste, je dis pas sur le plateau, faut pas être comme ça sur le plateau, faut travailler avant, mais il y a aussi un peu parfois une intuition qui fonctionne, un truc où il y a des gens qui savent danser, ils ont pas pris de cours, tu vois, donc parfois c'est un peu injuste, mais je pense qu'ils savent danser aussi parce qu'ils comprennent leur corps et ils acceptent un petit peu ce que leur raconte un rythme, ce que leur raconte une musique, et je pense que dans le jeu il y a beaucoup de ça, il y a la théorie, théoriser le truc et l'intellectualiser, c'est très bien. Puis il y a aussi le moment où tu fais ok, ça c'est bon, je l'ai emmagasiné, je l'ai mis dans la disquette, et maintenant je vais m'amuser en fait. Je vais jouer à être, et je vais tellement jouer à être que je vais finir par être, tu vois. Parce que le reste, c'est pas moi qui le prends en charge, ce dispositif de l'authenticité. Les acteurs qui le font, les actrices qui le font, grand bien leur face. Mais je trouve ça très dangereux et je trouve que c'est pas toujours nécessaire. Mais bon, voilà, ouais. Là-dessus, on pourrait parler des heures parce que moi j'adore parler de ça, de par où ça passe. Il y a des acteurs qui disent, moi ça passe par rien en fait. J'arrive et boum, Depardieu il dit, moi je joue pas en fait. Alors parfois ça se voit, mais même si je l'adore de tout mon cœur, mais parfois ça se voit. Et puis parfois quand tu lui donnes vraiment un truc où il est motivé. Déjà tu le vois quand il est content de faire un bon rôle. C'est ça. Il y a des moments où il fait quand même plus d'efforts que d'autres. Mais où il s'en bat les reins. Moi, quand je le vois dans Danton, j'ai même pas l'impression qu'il joue. À un moment donné, il est à faune. Il s'est clairement pété la voix. Mais c'est Danton qui est en train de faire sa plaidoirie parce que c'est son procès. Et il se casse la voix, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'espère un jour arriver à un degré où je ne m'observerai plus du tout. Et où je balancerai un truc et les gens font alors ok, il y a de la peinture partout, on va recommencer, mais tu vois, c'est cool aussi de temps en temps de lâcher prise, d'arriver avec ce que t'es, et puis voilà quoi. Mais ça met du temps. Du temps, du travail, puis à force tu prends l'habitude aussi de mettre dans ta caisse de jouets tous les jouets dont tu as besoin pour bien t'amuser. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est Villeray qui disait ça quand on disait c'est quoi votre méthode, il dirait j'ai pas une méthode. Il dit j'ai une caisse à outils et selon les rôles je prends un marteau, un tournevis, un truc. Et je comprends complètement ce qu'il veut dire là-dessus. C'est que il y a des rôles où. Il y a des rôles tu les abordes pas de la même manière. Il y en a certains tu vas passer par le corps, la démarche, il y en a d'autres ça va être autre chose, de peut-être plus intellectuel ou de moins concret, je sais pas. Et puis parfois, comme je te disais pour le processus long de trouver son personnage au théâtre, parfois tu le trouves sur le plateau. Il y a des choses qui existent sur le plateau. Je sais plus quel acteur, c'est William Dafoe qui disait ça. Il disait, parce que j'ai vu un film qui moi m'a marqué sur Netflix, en tout cas pour son interprétation et pour, en tout cas l'angle de la mise en scène, c'est At Eternity's Gate. C'est un film plus ou moins biopic, mais c'est pas vraiment biopic, c'est une tranche de vie de Van Gogh. Imagine-toi, t'es en VR t'es dans les yeux de Van Gogh. D'accord, ok. Et c'est William Dafoe qui joue Van Gogh. Et il dit on peut être l'acteur le plus préparé du monde, etc. Vous savez, ce qui décide en fait de ce que vous allez faire sur le tournage ou de ce que vous allez pas faire, c'est la météo. Et moi j'ai regardé cette interview avant de commencer mon tournage de puzzle et je me suis dit, il a raison en fait, au bout d'un moment t'as beau être préparé tout ce que tu veux, c'est des éléments sur place, à l'instant T de ton tournage, si sur là t'as mal au ventre, t'as pas digéré un truc, ça va nourrir ton perso et t'y pourras rien. Et ce sera peut-être génial du coup à ce moment-là. C'est peut-être bien de l'utiliser justement. Bien sûr. Tu vois, ou quand t'es dans un degré tel d'implication que t'es DiCaprio qui se blesse vraiment la main sur Django et qui oublie qu'il s'est blessé la main, ou Martin Sheen dans Apocalypse Now qui se dit moi je vais continuer, qui continue, tu vois, et après le réalisateur il pioche là-dedans mais le mec il y va et puis il s'en fout quoi. Continuons d'être curieux, je pense qu'un bon acteur c'est quelqu'un de curieux, qui une bonne actrice aussi, qui se nourrit de beaucoup de choses, qui est curieux. Tu vois d'ailleurs les grands acteurs, les grands artistes s'intéressent à tout en fait. Ils n'ont pas toujours le temps pour tout, mais il n'y a rien qui les intéresse pas. Où ils disent je m'en fous, ça c'est pas intéressant, c'est nul, qui ont un jugement arrêté sur les trucs.
On parlait de Depardieu, puis après je vais arrêter là, mais Depardieu, quand il a bossé Cyrano, il a lu tout Edmond Rostand. Quand il s'intéresse à la Russie, ce que j'ai vu dans une interview de lui, il dit « Mais les gens, ils sont là à me juger sur la Russie, etc. » Il dit « Mais ils la connaissent pas, la Russie. » Il dit « Moi, je l'ai vu, je l'ai bu, je l'ai mangé. » Tu vois. Et il l'a vraiment fait. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui est là pour blaguer, quoi. Ouais. Il a vraiment bu toutes les régions de Russie. Il a lu toute la littérature russe. C'est un ogre. Et je pense qu'il faut être un ogre un peu. Ouais. Tu vois. Faut être un peu accepter sa nature. Si on est un introverti, reste un introverti, mais faut manger chaque chose. En fait, faut le faire parce que la plupart des gens ne s'octroient pas la possibilité de le faire. Et s'ils aiment aller au cinéma ou au théâtre pour se divertir ou aller voir un spectacle de danse, c'est pour voir des ogres en fait qui ont absorbé, mangé toutes ces choses-là et qui en font quelque chose d'un petit peu plus beau que le quotidien normalement. Quoi, tu vois. Ouais. Bah, merci en tout cas de me permettre de parler de tout ça. C'est très passionnant. De nous permettre de parler de tout ça. Où est-ce qu'on peut te suivre? Donc sur ton YouTube? Sur mon YouTube, effectivement, il y a Papillon et Puzzle, donc ça c'est mes deux créations originales sur ma chaîne, mais vous pouvez retrouver aussi tout ce que je fais un peu à droite à gauche dessus. Il y a donc la série TAC, qui est une petite série comme ça, à sketch, que je défends parce que ils sont super et dans le game d'internet, ils débarquent un peu. Ils ont eu le prix à Frames, ils ont eu le grand prix du jury à Frames. Donc super. TAC, la série, donc allez voir ça, c'est cool. Il y a un nouvel épisode là qui sort bientôt. Sur Netflix, La Grande Classe, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis un peu partout sur les réseaux sociaux, dans quelques comédie clubs de stand-up, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Je vais faire un petit peu plus de plateau là cette année. D'accord. Et puis en écriture, et puis j'espère prochainement avec d'autres choses à la télé, au cinéma. En tout cas, je te le souhaite. Puis voilà, je te le souhaite à toi aussi. Merci beaucoup. Et puis des bisous, je sais pas. Bah écoute, ouais, carrément. Allez, salut, je me barre. Merci. Je t'en prie.